Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 1540, le live RPS-QVT. Aujourd'hui, c'est une session particulière, c'est la première sur les questions de santé et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Couder pour nous parler de la meilleure façon pour prévenir la fringale de 11 heures et la baisse d'attention de concentration de fin de matinée. Emmanuel, c'est à vous. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de partager ce webinaire aujourd'hui avec vous, sachant qu'il est midi là, on n'est plus sur le petit déjeuner, on est passé sur l'heure du déjeuner presque, mais c'est intéressant d'aborder cette question aujourd'hui en début d'automne où les habitudes changent, le sommeil change, où beaucoup de choses sont perturbées et revenir à des règles essentielles en prévention santé. Je suis consultante prévention santé en entreprise et aussi spécialisée en micronutrition. Donc, on va aborder des points de micronutrition aujourd'hui qui sont essentiels pour garder votre capital santé. Alors, on y va. Donc, aujourd'hui, je vais revenir sur quelques petites règles en chronobiologie, parler un petit peu du sommeil, aborder les protéines au petit déjeuner, parler du sucre et s'appesantir aussi sur les oméga 3, le bon gras. Alors, un petit rappel sur la chronobiologie. Voilà, c'est pas nous qui régissons notre horloge interne, puisqu'on fonctionne avec un rythme, le rythme circadien sur 24 heures environ. Et ce rythme circadien nous dirige, il faut le savoir. Donc ça sert à rien de forcer les rythmes de sommeil, euh, euh, les moments où on doit faire plus de sport que d'autres, les moments de vigilance. Il faut respecter quelques petits points importants. Et là, je vous ai mis une petite synthèse qui est tout à fait intéressante pour savoir un peu comment fonctionne cette horloge. Et la première chose à prendre en compte, c'est le matin, quand on se réveille, eh bien, vous avez une première chose qui se met en place, c'est l'arrêt de la sécrétion de la mélatonine, cette hormone du sommeil. Donc là, nous pouvons nous réveiller beaucoup plus facilement. Et puis, il y a le début de la digestion qui va commencer à ce moment-là, autour de 7 heures, d'où l'importance de prendre son petit déjeuner à partir de cette heure-là. Et puis, tout au long de la journée, il y a des périodes d'attention plus importantes que d'autres. Et on verra, par exemple, il est intéressant de faire les réunions le matin, avant midi, justement. Vous voyez, c'est là où on a la meilleure vigilance le matin, plutôt que l'après-midi, où on est amené à digérer son déjeuner, où il y a une baisse de vigilance après l'heure du déjeuner, et c'est pas là où il faut faire les réunions les plus importantes. On est plus là sur une sieste de récupération, une power nap de 10 à 15 minutes, par exemple. Et le soir, vous avez arrêt de la digestion autour de 22 heures. Ça, je le dis parce qu'on va revenir dessus tout à l'heure sur l'heure du dîner qui est extrêmement importante pour enchaîner un bon petit déjeuner dès le lendemain. Alors, une fois qu'on a pris en compte ces règles, on peut aborder le domaine de l'assiette de l'alimentation santé. En fin de compte, j'ai envie de dire, si on mange plus de fruits, plus de légumes, on aura plus de pêche. Ouais, ça semble peut-être succinct, mais c'est extrêmement important. Les légumes et les fruits vont nous apporter tous les micronutriments essentiels pour avoir cette vigilance optimisée le matin et cette vitalité optimale. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que notre aliment, notre assiette est notre prescription médicale. On a en moyenne 3 prescriptions médicales par jour, donc il faut revenir là-dessus avant de consommer des médicaments. Et via l'assiette, on peut régler beaucoup de soucis de santé. Et tout commence dans l'intestin. Aujourd'hui, Hippocrate dirait notre aliment est devenu notre premier poison. En effet, on a une pléthore d'offres de produits transformés où il n'y a plus de micronutriments, c'est-à-dire de vitamines, minéraux, antioxydants, oligo-éléments qui sont essentiels à garder ce capital santé
que l'on ramènera au petit déjeuner. De plus, notre activité a énormément changé. Nous étions nomades précédemment et nous sommes devenus sédentaires. Ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que nos repas ont changé. Ils devraient être beaucoup moins riches puisque nous avons beaucoup moins d'activité physique et beaucoup plus riches en protéines et beaucoup moins riches en sucre. Or, c'est l'inverse qui s'est passé ces dernières années. Le bilan, le constat, il est pas terrible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on mange trop, on mange mal, on mange trop de sucre, on mange trop de mauvais gras, trop de viande et trop de produits industriels, entre autres. Donc, on va rééquilibrer ça dès le matin. Tout simplement en prenant en compte un point essentiel, c'est que notre ventre est notre second cerveau, voire même, je dirais, notre ventre est notre premier cerveau. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans notre intestin, il y a plus de 100 000 milliards de bactéries. On est fait de bactéries, ne l'oublions pas. On veut lutter absolument contre toutes les bactéries. Non, il y en a qui sont essentielles pour garder une bonne santé. Et d'autre part, il faut prendre aussi conscience qu'il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Et il faut les enrichir, il faut diversifier ces bactéries qui sont essentiellement dans notre intestin pour être en bonne santé. Dans notre intestin, on a aussi plus de 200 millions de neurones qui ont un rôle primordial à jouer, entre autres la digestion, mais surtout l'immunité. On en parle de plus en plus, surtout en cette période automnale, et il va falloir travailler cette immunité, et ça va passer par le petit déjeuner. Le cerveau cérébral est relié au cerveau entérique, c'est-à-dire notre ventre. Les deux sont liés et communiquent en permanence. Quand on a un coup de stress, souvent on a mal au ventre. Il faut prendre conscience de ça. On ne travaille pas l'intestin d'un côté et le cerveau de l'autre. Non, non, non. Les deux sont en liaison et en fonction de la manière dont vous allez alimenter vos bactéries au niveau de l'intestin, eh bien, il y aura des réactions au niveau émotionnel, entre autres psychologiques. Ça va induire des comportements plus ou moins irritables, par exemple. Votre intestin et votre microbiote, votre flore intestinale, vos bactéries, ce microbiote intestinal pèse environ 2 kilos. Donc, c'est le poids un peu de votre cerveau. Prenez conscience de cela. Et il y a 80% des cellules immunitaires dans votre intestin. Et ces cellules immunitaires, cette flore intestinale est entretenue avec votre alimentation, votre assiette, votre prescription médicale 3 fois par jour. Donc, vous avez un microbiote spécifique. Microbiote, c'est la flore intestinale. Et cette flore intestinale est définie dès la grossesse de la maman, en fonction de la manière dont s'est passée la grossesse, si elle a eu du stress, si elle a fait des activités physiques, en fonction de la manière dont elle s'est alimentée. Si vous êtes né par césarienne ou par voie basse, si vous êtes né par césarienne, il manque la flore vaginale, qui est très riche en lactobacillus, entre autres. Et puis, si vous avez été allaité ou pas. Et avec ces 3 éléments est constituée une flore intestinale qui va maturer les 6 premières années environ. À partir de cet âge-là, vous aurez une flore intestinale mature qui évoluera tout au long de la vie en fonction de l'épigénétisme. On parle plus de génétique, on parle d'épigénétisme, c'est-à-dire en fonction de votre nutrition, de votre sommeil, de vos activités physiques et de votre gestion émotionnelle. Ça aussi, c'est important à prendre en compte en micronutrition pour prendre conscience que cette flore intestinale est primordiale et que votre intestin a un rôle à jouer sur la prévention des maladies de société. Vous devez avoir une paroi intestinale qui fait son rôle de filtre aujourd'hui pour ne pas laisser passer des micronutriments dans le système veineux et ne pas entraîner une inflammation de bas grade. Et tout ça, ça passe par une bonne assiette, entre autres. Donc, en fonction de ce que vous allez
donner à manger à votre intestin et en fonction de l'état de votre santé, vous garderez votre capital santé, votre vitalité et entre autres, vous serez à même d'avoir un bon niveau de concentration et être au top de vos performances intellectuelles et physiques le matin. Donc voilà, après ces petits rappels extrêmement importants, donc vous aurez le diapo à disposition, vous pourrez revenir dessus. Je vais pouvoir aborder le petit déjeuner. Alors, est-ce que le petit déjeuner influence notre vitalité du matin? Eh bien oui. Eh bien oui. Je vais vous dire, oubliez la photo à droite, oubliez les viennoiseries, oubliez la baguette blanche, oubliez le jus de fruits et revenez plutôt sur des petits déjeuners salés que vous pouvez voir à gauche. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, ce n'est pas les sucres le matin qui vont vous apporter l'énergie, la vitalité. C'est tout simplement, ce sont les protéines qui vont vous apporter la vitalité du matin et vous apporter la satiété. Nous sommes faits d'eau et de protéines. Ça, c'est essentiel à retenir. Nous ne sommes pas faits de sucre. On peut se passer de sucre. En revanche, on ne peut pas se passer de protéines. Donc, le matin, la première chose à faire, déjà, c'est de vous hydrater. Et vous hydrater avec de l'eau et pas avec des jus de fruits pour combler les carences, puisque la nuit, vous êtes déshydraté, entre autres, et il est important de reconstituer ce capital et de réhydrater votre corps, les tendons, les muscles, entre autres, et les cellules. D'autre part, il faut rapporter aussi ce statut de protéines qui va vous apporter la satiété, c'est-à-dire vous éviter les fringales de fin de matinée ou de milieu de matinée et éviter aussi les coups de pompe de 11 heures. Les coups de pompe de 11 heures ou de milieu de matinée vont être amenés suite à la consommation de sucre. On va y venir. Et d'autre part, les protéines sont précurseurs de dopamine. Vous avez dû entendre parler de cette dopamine qui est l'hormone de la vitalité, de la concentration, de la mémorisation. Et c'est cette consommation de protéines qui va vous permettre d'optimiser le statut de dopamine. D'autre part, c'est aussi une bonne nuit de sommeil qui va vous permettre d'optimiser ce bon statut de dopamine, puisque la nuit de sommeil est faite entre autres pour recharger toutes ces hormones qui sont essentielles à votre vitalité. Donc, une bonne nuit de sommeil de 7 heures en moyenne va vous permettre de reconstituer ce statut de dopamine. Ça, c'est essentiel. Et d'autre part, une bonne nuit de sommeil, en respectant l'horloge de chronobiologie dont je vous ai parlé au début, va vous permettre de refaire le stock d'une hormone essentielle qui s'appelle la leptine. La leptine est une hormone qui amène la satiété. Donc, plus vous dormez, moins vous aurez faim le lendemain. En revanche, moins vous dormez, plus vous aurez faim le lendemain et plus vous grossirez, entre autres. Puisque moins vous dormez, plus vous allez sécréter une hormone qui s'appelle la gréline, qui, elle, amène le grignotage. Donc, c'est bien. On rentre dans une période d'hibernation. Il y a moins de lumière. On va avoir plus envie de dormir. Respectez les saisons. Dormez. L'été, il y a plus de lumière. On a plus de vitalité. Ok, faites plus de sport, bougez plus, dormez moins éventuellement, veillez plus tard le soir. Mais là, on va bientôt changer d'horaire. Il va falloir bien synchroniser cette horloge biologique. Eh bien, le soir, couchez-vous plus tôt. Ok? Pour faire le plein de toutes les hormones, entre autres, de récupérer physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Parce que votre cerveau, il travaille plus la nuit que le jour et il mémorise plus la nuit que le jour. Alors, voilà ce que je recommanderais au petit déjeuner le matin, c'est-à-dire on va faire le plein de protéines, de bons gras, d'oméga 3 et puis on va faire le plein aussi de bons nutriments, de micronutriments avec un fruit un peu plus tard dans la matinée. On va revenir dessus. Pourquoi on va éliminer les sucres? Tout simplement parce que les sucres vont nous faire sécréter de l'insuline. En effet,
Quand vous allez passer, vous faites un bilan sanguin le matin, on vous demande une prise de sang à jeun et on mesure la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. L'idée, c'est d'avoir un taux de sucre qui soit le plus uniforme possible et on va éviter les montées de glycémie dans la journée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'on va ingérer un produit sucré, on va donc sécréter de l'insuline, comme vous pouvez voir sur ce graphique, pour que l'insuline puisse faire redescendre ce taux de glycémie dans le sucre autour de 0,8 pour ne pas en avoir trop dans le sang, puisque ça peut être mortel si on en a trop, évidemment. Donc, votre pancréas va faire son boulot, va sécréter de l'insuline. L'insuline va, elle, faire diminuer ce taux de glycémie dans le sang, et c'est là où intervient le coup de barre, la mauvaise humeur, l'irritabilité et cette compulsion sucrée à nouveau. Donc l'idée, c'est d'éviter ce pic d'insuline, donc cet apport de sucre. En plus, si vous en prenez dès le matin au petit déjeuner, ça va donner le ton de toute votre alimentation de la journée. C'est-à-dire que vous allez passer de grignotage en grignotage, parce qu'à chaque réaction hypoglycémie réactionnelle. Là, vous voyez, au niveau du coup de fatigue, votre cerveau va réclamer du sucre. Donc, vous allez à nouveau grignoter un produit sucré. Donc, ça va être une barre, des céréales, de la baguette blanche, et ça va donner le ton de la journée. Et c'est-à-dire que vous allez être en grignotage tout au long de la journée. C'est-à-dire que vous allez faire bosser votre pancréas. Or, il faut le protéger, ce pancréas, pour éviter sur le long terme l'arrivée du diabète, entre autres. En revanche, si dès le matin, vous ingérez des protéines, les protéines vont vous amener la satiété et vous n'aurez pas de sécrétion d'insuline, puisque vous allez donner à votre corps des produits, de la matière première avec des index glycémiques bas. L'idée est de privilégier les aliments avec des index glycémiques bas pour éviter ce pic d'insuline. OK? Et si vous êtes sur un petit déjeuner riche en protéines et en bons gras, entre autres, en oméga 3, eh bien là, vous allez avoir plus de vitalité, vous allez être mieux concentré et éviter donc ces coups de barre de fin de matinée. Et si vous expérimentez ce type de petit-déj, ce qu'on fait en général en vacances, vous verrez, vous allez tenir jusque midi, voire 13h sans aucun problème. Et là, vous allez protéger votre pancréas et vous allez évidemment garder un capital santé optimal. Donc, quand on a pris conscience de ça, on voit qu'il est très intéressant de revenir plutôt sur des produits comme des oléagineux le matin après le petit-déj, par exemple, prendre une poignée d'oléagineux, consommer les fruits de saison qui sont à index glycémie bas et riches en fibres, qui permet une meilleure un meilleur microbiote, puisque vous allez donner des prébiotiques intéressants pour diversifier votre flore intestinale et travailler sur des céréales complètes bio. Et en revanche, vous allez bannir tout ce qui est baguette blanche, qui est avec un index glycémique très élevé, les céréales soufflées qui sont à index glycémique aussi très élevé, les jus de fruits, puisqu'il n'y a plus de fibres. Donc, je reviens sur les fruits qui, eux, sont riches en fibres, donc à index glycémique bas, tandis que les jus de fruits, ce sont des vraies bombes à insuline, puisqu'il n'y a plus du tout de fibres. Et l'OMS, entre autres, les a répertoriés comme sucre et non pas en tant que fruits. Et puis, revenir sur des aliments qui vont vous permettre d'optimiser cette dopamine qui, elle, est cette hormone qui va vous permettre d'être mieux éveillé, récupérer beaucoup plus vite et vous permettre de mieux gérer le stress de la journée. Donc, cette dopamine, vous ne la trouverez pas
du tout si vous êtes sur des consommations de baguettes blanches, jus de fruits, chocolat au lait, barres céréalières, céréales soufflées très sucrées. Là, vous n'aurez pas cette vitalité que l'on va vous demander dès le début de matinée. D'autre part, pour bien synthétiser la dopamine et aussi la sérotonine fin de journée pour préparer au sommeil, c'est-à-dire être à même de synthétiser de la mélatonine, vous voyez qu'il est important d'amener des protéines, puisque c'est le principe, ce sont les principes actifs nécessaires pour synthétiser derrière de la dopamine, mais aussi il y a des cofacteurs extrêmement importants pour amener cette vitalité de la matinée, c'est-à-dire des vitamines du groupe B, du fer, du magnésium et des oméga 3. Et où est-ce qu'on trouve ces cofacteurs? C'est pas dans les produits sucrés, c'est dans les fruits et légumes. Ils sont alcalinisants, ils vont lutter contre l'inflammation. Donc, vitamine B, fer, magnésium, oméga 3, ça va être par exemple sur les fruits de saison. Là, on rentre dans la saison des pommes, des poires, on est sur les figues, on est sur les châtaignes. Consommer ces produits-là dès le matin et puis consommer aussi des oléagineux qui vont vous amener les oméga 3 nécessaires pour une bonne synthèse de dopamine. Alors, le sucre est une vraie drogue, vrai ou faux? Malheureusement, c'est vrai. Pourquoi? Tout simplement, on en consomme beaucoup, beaucoup trop. Regardez cette consommation qui a explosé en quelques décennies. Et je vous invite à regarder le reportage qui s'appelle Sugarland, qui explique bien les dangers du sucre qui sont multiples et qui nous amènent à une inflammation chronique et qui malheureusement détruisent sur le long terme ce capital santé. Là, c'est un exemple d'apport de sucre avec un repas qui est rapidement digéré et qui n'apporte aucun micronutriment, aucun intérêt en micronutrition. Il vous apporte énormément de calories, en revanche, aucune matière pour avoir une bonne synthèse de neurotransmetteurs entre autres. Donc le sucre, là je vous ai résumé, va vous mettre en acidification, en inflammation, va développer des souches de bactéries dans votre intestin qui sont pathogènes, comme les candidats. Donc après, plus vous aurez de candidats, plus vous allez être attiré par le sucre, puisque ces bactéries vont réclamer du sucre. Vous n'êtes pas en prévention cancéro, loin de là. Vous allez sécréter un maximum d'insuline, donc vous allez fatiguer votre pancréas. Donc attention, sur le long terme, ça peut être quand même assez néfaste. Et puis rentrer dans une addiction chronique. Donc, ce que je vous conseille, c'est dès le matin, éliminer tout ce qui est blanc. Les baguettes blanches et revenir sur des baguettes aux céréales anciennes, complètes ou semi-complètes, bio. On rentre dans la période des châtaignes, donc vous avez les farines de châtaigne qui n'ont pas qui ont un index glycémique bas et pas de gluten. Vous avez les farines de quinoa aussi qui sont intéressantes, de sarrasin, tout ça. Allez chez un bon boulanger pour trouver une bonne baguette et consommer du beurre qui va vous apporter la vitamine A qui est essentielle, surtout en cette saison. Et là, vous ne serez pas du tout dans un apport de sucre néfaste. Vous allez apporter les protéines et les oméga 3. Alors, les oméga 3, ça fait partie des bonnes graisses. Donc, est-ce qu'on doit éviter les graisses à chaque repas? Non, il y a du bon gras. Alors, le bon gras, ce sont les oméga 3. Le gras qui est pas très recommandé, ce sont les oméga 6 pro-inflammatoires. Les oméga 3, on les trouve dans les petits poissons gras, c'est-à-dire les maquereaux, les anchois, les sardines, les harengs. Je n'ai pas mis le saumon volontairement puisque
on parlera plutôt du saumon sauvage. Or, le saumon sauvage, on en trouve très très peu, il est très cher. On est plus sur du saumon d'élevage qui est truffé d'antibiotiques, donc attention. On va parler des viandes bleu blanc cœur, enrichies en oméga 3, puisque les vaches auront brouté de la luzerne, de l'herbe, et des céréales riches en oméga 3. On va parler des bonnes huiles, colza, noix, lin, cameline, noisette. Ça, allez-y, allègrement. L'huile d'olive, ce ne sont pas des oméga 3. L'huile d'olive est très intéressante, il ne faut pas s'en priver, mais plus pour la cuisson, puisqu'elle résiste à la chaleur et les graisses ne se dénaturent pas à la chaleur, tandis que les oméga 3 sont sensibles à la chaleur. On va parler des oléagineux, donc allez-y le matin sans aucun problème. Des œufs bio riches en oméga 3, des légumes verts et des salades, et des algues aussi très très riches en oméga 3. Pourquoi ces oméga 3 sont essentiels dès le matin? Tout simplement parce que vos cellules, là je vous ai mis une coupe d'une membrane cellulaire, les cellules sont faites entre autres d'oméga 3. Les membranes cellulaires sont faites d'oméga 3, de gras. Or, on lutte souvent pour diminuer la consommation de gras. Attention, si vous diminuez votre consommation d'oméga 3, vous allez avoir des vieillissements prématurés des cellules, puisque les membranes cellulaires vont être abîmées. Or, au niveau de votre cerveau, il est important d'amener un maximum d'oméga 3 pour que les membranes cellulaires soient bien fluides et qu'il y ait une communication au niveau du passage des neurotransmetteurs, de la dopamine, entre autres. Donc, si vous réduisez votre consommation d'oméga 3, et bien évidemment, derrière, la dopamine va avoir du mal à être bien sécrétée et là, évidemment, votre vitalité du matin va être minimalisée. Donc attention à ça, il faut absolument que vous apportiez, si possible, des oméga 3 le matin. Donc utilisez l'huile de colza, par exemple, sur de la salade, des légumes, des restes de votre dîner la veille, et puis des oléagineux. D'autre part, vous allez être sur des aliments qui ne sont pas inflammatoires. Ce sont des aliments anti-inflammatoires, ces oméga 3, ces oléagineux entre autres. Donc là, vous allez revenir sur la prévention santé pour lutter contre les inflammations de bas grade. Vous allez permettre un meilleur vieillissement des cellules de votre corps, et puis aussi vous allez revenir sur de la prévention cancéro, puisque vous allez lutter en amont sur l'inflammation. D'autre part, vous avez aussi une baisse de résistance à l'insuline, et ça, c'est pas négligeable avec la consommation d'oméga 3. Donc voilà, moi je vous ai fait un petit résumé de ce qui est intéressant à consommer dès le matin au réveil. Si vous n'avez pas faim le matin, posez-vous la question sur votre alimentation des jours précédents et à quelle heure vous avez dîné. Parce qu'il est clair que si vous dînez tard, vu que votre digestion s'arrête autour de 22 heures, souvent, lorsqu'on se couche après un dîner tardif, eh bien le matin, on n'a pas faim. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'expérimenter, de revenir sur un dîner moins tardif, autour de 19h30 par exemple, 20h, pour avoir le temps de digérer avant de vous coucher, et puis voir un peu comment réagit votre organisme si la faim revient le matin. Parce que beaucoup de personnes me disent: «Ouais, mais moi j'ai pas faim le matin». Mais quand on regarde à quelle heure les gens dînent le soir, eh bien souvent ce sont des dîners assez lourds, riches en protéines, en mauvais gras, en sucre, et évidemment, le problème, c'est que le corps n'a pas eu le temps d'assimiler tous ces nutriments, et le matin, on zappe le petit déjeuner. Or, vous avez vu, il est extrêmement important d'amener des acides aminés, des protéines le matin, des oméga 3 pour bien consommer, bien commencer la journée, pardon, et lutter contre toutes ces fringales, ces coups de barre, parce que sinon, qu'est-ce que va demander le cerveau? Il va demander du sucre. Donc revoyez vraiment vos repas
tout au long de la journée, espacez-les bien pour avoir une meilleure digestion entre les repas, respirez, prenez le temps de mâcher. Plus vous allez mâcher, plus vous allez avoir euh, euh, de satiété. Votre cerveau va synthétiser plus de leptine, cette hormone de satiété, au bout de 20 minutes, et là, vous aurez l'arrivée de la satiété. Ce sont des règles de base essentielles pour revenir sur des repas qui sont bien assimilés et qui apportent les bons nutriments à votre corps et à votre microbiote. Voilà, donc je pourrais résumer en quelques points cette intervention. Il est important de consommer local, d'accord? Et nous qui sommes en Pays de Loire, j'avoue qu'on a beaucoup de choix au niveau des fruits et légumes, donc on a cette chance. Diversifiez vos assiettes. Plus votre assiette sera colorée, plus elle sera riche en antioxydants, en micronutriments, vitamines, minéraux, et plus on sera en prévention santé. De saison, ça sert à rien d'aller manger des pêches l'hiver, non, on rentre sur la saison des pommes et des poires, et il y a une raison, la nature est bien faite. Apporter des micronutriments à chaque repas, consommer brut, ne consommez pas transformé, mangez le minimum d'aliments industrialisés, parce que dans les aliments industrialisés, il y a pléthore de E120, etc. Et malheureusement, il y a souvent très peu de micro, il y a beaucoup de graisses saturées, de sucre, de sel, de mauvais gras, d'oméga 6 inflammatoires, et si possible, ouais, bio, pour avoir le moins de pesticides, de nanoparticules qui aujourd'hui polluent bien notre organisme. Voilà. Maintenant, je suis à votre écoute. Je vous remercie pour votre attention, et puis expérimentez surtout. Merci beaucoup Emmanuel pour cet exposé qui est très très large. Donc c'est la partie questions maintenant. Vous pouvez poser vos questions directement dans la rubrique questions. Et puis deux possibilités, soit vous montez à l'écran pour la poser en direct à Emmanuel, soit je la relaye et c'est moi qui la lui pose. J'ai quelques questions en fait à vous poser. Vous parliez tout à l'heure des bactéries dans le système digestif. Comment se fait le lien entre ce qu'on mange et ces bactéries et notre fonctionnement psychique en fait? Soit vous parliez au niveau des émotions ou au niveau de la concentration. C'est quoi le lien entre les deux? Tout simplement, votre assiette, comme je vous ai dit, c'est votre prescription médicale, entre autres. Et donc, les aliments que vous ingérez, ce sont ce qu'on appelle les prébiotiques, quelque part, l'alimentation des bactéries ou probiotiques. On achète souvent des probiotiques en pharmacie, entre autres. Et donc, l'idée, c'est d'amener à ces bactéries les bons prébiotiques, c'est-à-dire les fibres, entre autres, pour permettre donc un développement des bonnes souches de bactéries, entre autres, les lactobacillus, les bifidus, les streptocoques, entre autres, pour avoir un bon équilibre. Et puis aussi apporter derrière une bonne synthèse des neurotransmetteurs, c'est-à-dire la dopamine dont on a longuement parlé, et une deuxième hormone très importante, c'est la sérotonine. Le soir, l'hormone du bien-être, de l'apaisement, qui prépare au sommeil, à la mélatonine. Et pour ça, il faut ramener les bons micronutriments, c'est-à-dire les vitamines du groupe B, le fer, le magnésium, les oméga 3, tout ce que vous retrouvez dans les fruits et légumes riches en fibres, entre autres. Et si vous amenez ces bons micronutriments, si vous avez cette assiette riche de bons prébiotiques, et bien derrière, vous aurez les bonnes synthèses de neurotransmetteurs, à savoir une bonne synthèse de sérotonine. Donc, vous vous sentirez bien. En revanche, si vous amenez du sucre, un maximum de sucre, vous allez développer des souches de bactéries qui peuvent être pathogènes, entre autres les candidats. Et puis là, clairement, vous n'allez pas ramener les bons neurotransmetteurs, et vous risquez d'être irritable, dépressif, et pas
vous ne serez pas à même de faire le plein de dopamine et de sérotonine derrière. Ça va, ça? C'est plus D'accord. clair? Oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Tout à fait, ouais. Océane demande ce que vous pensez des compléments alimentaires de type gélules d'oméga 3, etc. Alors, évidemment, c'est intéressant d'apporter des gélules, des suppléments, des compléments, en effet. Mais ce qui est bien, c'est d'abord de faire des bilans poussés avec son médecin, d'avoir le statut des oméga 3, statut de fer, statut de magnésium, enfin magnésium on le dose pas, mais vitamine du groupe B, la vitamine D, l'iode. Il y a un nombre de bilans essentiels à faire sur le statut vitaminique, d'antioxydants, minéraux, avant de se supplémenter. Il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, attention. Il faut d'abord savoir où sont les carences, s'il y en a, et en fonction de ces carences, prendre des gélules. Ça, c'est important. Et mesurer les résultats, évidemment. Si vous êtes carencé en vitamine D, comme une personne sur deux aujourd'hui, il est intéressant de se supplémenter en vitamine D ou en oméga 3 et puis derrière de faire un bilan, voir ce qu'a donné cette supplémentation. Mais pas faire ça à l'aveugle, surtout pas. Et puis d'autre part, on est aujourd'hui malheureusement sur des sols qui sont assez appauvris. On leur a demandé beaucoup de rendement ces 30 dernières années. Donc, il y a moins de sélénium, il y a moins d'apport en micronutriments dans nos sols. C'est dommage. Même si aujourd'hui il y a beaucoup de primeurs, de producteurs qui travaillent les sols avec des géologues pour enrichir les sols. Et puis aussi, les sols sont aussi beaucoup enrichis en pesticides, des choses qui sont pas terribles. Et on nettoie pas des sols comme ça du jour au lendemain. Ça demande un travail conséquent qui prend des mois et des mois. Donc, on a des légumes racines, entre autres, qui pompent tout, hein, qui sont des fois pas terribles. Donc c'est pour ça que j'insiste sur une alimentation bio, si possible, pour qu'elle soit la moins infectée possible. Et puis, des fois, malheureusement, les légumes et les fruits ne suffisent pas pour ramener les bons statuts de vitamines, de minéraux quand on est fortement carencé. Voilà. D'accord. J'espère que j'ai répondu à votre question. Les compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments, donc c'est vendu, enfin on en voit dans les supermarchés, dans les parapharmacies, tout le monde peut en acheter. Est-ce qu'il y a un danger avec si on en prend beaucoup, ou j'allais dire si on en prend trop, est-ce qu'on peut trop en prendre d'ailleurs? Bah oui, bien sûr, il y a des vitamines qui ne doivent pas être en surplus dans le corps. Attention, la vitamine D, la vitamine A, la vitamine B6, il y a plein de micronutriments qui doivent être dosés. D'ailleurs, vous voyez bien, quand vous faites vos bilans, vos analyses de sang, il y a des fourchettes à respecter. Hmm. Donc, ok, les compléments ne sont pas des médicaments parce que ça n'a pas la même législation. Mais en revanche, ils peuvent être vraiment intéressants quand on est carencé. Et il y a des compléments de qualité. Attention, il faut regarder la composition et les dosages de ces compléments. Parce qu'on peut avoir des oméga 3 qui ne valent pas cher, avec un mauvais dosage à l'intérieur de ces oméga 3, des oméga 3 qui sont oxydés, c'est pire que tout. Et à côté de ça, vous pouvez avoir d'autres fournisseurs avec des oméga 3 d'une meilleure qualité. Par exemple, il faut comparer les compléments proposés sur le marché. C'est très important. C'est-à-dire que si on achète une boîte d'oméga 3 en se disant, tiens, peut-être que je manque d'oméga 3, Ouais, on achète une boîte et en fait la boîte d'à côté, peut-être qu'il n'y a pas la même quantité d'oméga 3. tout à fait, tout à fait. D'abord, on fait un dosage, on regarde ce que ça donne, on Hmm. regarde l'équilibre C'est quoi un oméga 3. dosage? Un dosage d'oméga 3, c'est quoi? C'est une prise de sang? C'est une analyse d'urine? Alors, Comment on fait ça? le dosage d'oméga 3, évidemment, on fait appel à des laboratoires spécialisés. Hmm. Ça a un coût qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, malheureusement. Et donc,
on a un résultat, on va avoir un résultat qui va nous donner l'équilibre oméga 3, oméga 6 pour voir si si on a le bon équilibre, parce que l'idée, c'est d'avoir un oméga 3 pour 5 oméga 6, par exemple. Aujourd'hui, il faudra avoir ce dosage-là. Or, compte tenu de notre alimentation occidentale aujourd'hui, on est plutôt à un oméga 3 pour 20 oméga 6. Donc, on est en inflammation. Donc, en fonction du résultat fait par des laboratoires spécialisés, eh bien, on va se supplémenter avec des oméga 3 si nécessaire, si l'alimentation ne va pas suffire, si l'apport avec, entre autres, des oléagineux, des petits poissons gras le soir, les bonnes huiles végétales. Il faut d'abord travailler l'assiette avant de se supplémenter. Ça sert à rien de se supplémenter avec des gélules si on n'a pas la bonne assiette derrière. C'est-à-dire, si on mange un McDo le midi et qu'on se prend des oméga 3 en gélule après, c'est aucun pas... intérêt. Faut D'accord. surtout pas faire ça. Faut d'abord avoir cette rééducation alimentaire, avoir le bon petit-déj, comme je vous ai dit, c'est votre première prescription médicale du matin, riche en protéines et en oméga 3, entre autres, et en fibres, en micronutriments aussi. Et puis, si tout ça ne suffit pas, quand on a retravaillé ces 3 repas et qu'on est encore carencé en fonction des bilans, là, c'est intéressant de se supplémenter en fonction de ces carences. Mais on ne va pas aller acheter en grande surface, en pharmacie ou ailleurs, des gélules quand on n'aura pas d'abord travaillé son assiette et puis fait les bilans. D'accord. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est celle des produits laitiers, en fait. Quel est votre avis sur les produits laitiers? Alors, les Parce produits que vous n'en laitiers, avez pas parlé, en fait. non, Il me parce semble que pas. je savais que j'aurais la question, c'était sûr. D'accord. Et c'est comme le gluten, on peut parler du gluten. Oui. Ouais, moi, je vais faire une synthèse sur les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, on en mange trop, malheureusement, aujourd'hui. C'est bien d'en consommer. Moi, je suis pas dans les extrêmes, hein. Déjà, j'aime pas le mot régime. Je suis pas. Faut avoir une assiette la plus diversifiée possible. En revanche, les produits laitiers, c'est bien d'en avoir, mais pas trop. Pourquoi? Parce que c'est inflammatoire. Or, je vous ai dit, il fallait revenir sur une assiette anti-inflammatoire. Et puis, les produits laitiers, il y a 2 choses qu'on n'aime pas dans les produits laitiers, c'est le lactose, d'accord, et la caséine. Le lactose, c'est le sucre des produits laitiers. Et le lactose, à l'âge adulte, on le digère moins, puisqu'il faut avoir des enzymes qui s'appellent les lactases pour le digérer. Et souvent, on en a moins à l'âge adulte, donc on a du mal à les digérer. Et donc, c'est pour ça souvent, un bol de lait à l'âge adulte, ça nous reste sur l'estomac, parce que le lactose est très compliqué à digérer. On est, enfin, une fois adulte, on est censé être sevré, en fait. On est censé ne En plus plus, consommer de lait. tout à fait. Et Les en produits plus, laitiers. Ouais. et en plus, enfin, Sapiens, nous, on est les seuls mammifères qui consommons le lait d'une autre espèce. Tout à fait, ouais. Ouais. Les produits laitiers, enfin le lait est intéressant jusqu'à l'adolescence. Après, il faut se poser la question, est-ce qu'on a réellement besoin de produits laitiers? Pourquoi on a besoin de produits laitiers? Donc, souvent, on est addict parce qu'il y a la caséine, c'est le deuxième élément des produits laitiers dont je voulais vous parler. Mmh. C'est une protéine qui est pas terrible parce que déjà, elle abîme notre paroi intestinale dont je vous ai parlé précédemment, au départ, c'est-à-dire qu'elle a comme pouvoir, la caséine, d'écarter les entérocytes de la paroi intestinale, donc travailler sur l'hyperperméabilité intestinale et diffuser cette inflammation de bas grade. Donc, les produits laitiers sont souvent pro-inflammatoires. Et en plus, la caséine est opioïde, c'est-à-dire qu'on est accro, on se sent bien quand on prend des produits laitiers. C'est pour ça que souvent on a du mal à arrêter ses yaourts, parce que c'est un peu l'aliment doudou comme le sucre. Donc les produits laitiers, on va nous dire ouais, mais ça amène du calcium. Mmh. Oui, mais attention, comme c'est acide, c'est un produit acide, ça va nous mettre en acidité. Donc, qu'est-ce que va faire quand on mange beaucoup de produits laitiers? Qu'est-ce que va faire notre organisme? Notre organisme, pour rétablir l'équilibre au niveau du pH, l'équilibre acido-basique, on va venir pomper un minéral à partir de notre ossature qui va alcaliniser, c'est-à-dire le calcium. Donc, c'est l'effet inverse en fin de compte.
on accélère entre autres l'ostéoporose, entre autres quand on mange beaucoup trop de produits laitiers parce qu'on est en acidité. Donc, OK pour les produits laitiers, mais plutôt des petits animaux, chèvres, brebis, parce que déjà, ça correspond plus à l'homo sapiens, comme vous dites. Hein, on est des petits animaux, on n'est pas des veaux, hein, on ne prend pas 50 voire 100 kilos les premières années. On n'a pas besoin d'autant d'hormones de croissance. Et donc, on va travailler sur ces petits animaux, et puis plus le matin ou le midi, mais pas le soir, parce que comme c'est inflammatoire, on va se coucher sur un repas acide qu'on va avoir du mal à digérer, entre autres. Et pour le vieillissement cellulaire, c'est pas terrible. Donc plutôt ces produits laitiers, matin, midi, par pitié, pas de fromage blanc, plus Ah des oui, yaourts. Ah oui, parce que les yaourts, il y a des ferments lactiques. Donc il y a les pas, bonnes. pas dans les fromages blancs. Non, 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 il n'y a D'accord. pas ces ferments lactiques. C'est ce qui fait la différence entre autres, entre les yaourts et le fromage blanc. Donc, Mhm. les yaourts nous amènent ces ferments lactiques qui ne sont pas inintéressants pour la flore intestinale, mais en petite consommation. Et puis, si vous avez beaucoup d'intolérance, d'allergie, ça vaut le coup de voir si vous êtes intolérant au lactose, aux produits laitiers. Et si c'est le cas, là, malheureusement, il faut supprimer pendant un certain temps, si possible, voire les ramener après. Mais il y a un travail à faire au niveau de la rééducation alimentaire pour travailler sur les intolérances aux produits laitiers, parce qu'il y en a de plus en plus. Et alors, dans les fromages, par exemple, parce qu'on est quand même un pays connu pour sa variété de fromage, dans les Ouais. fromages, est-ce qu'il y a moins de lactose ou de caséine, ou est-ce que c'est pareil Ouais, que quand il dans est un yaourt? vieilli, faut mieux travailler sur des fromages plus vieillis. À ce moment-là, il y a moins de Un lactose. fromage Ouais. vieilli, c'est pas un camembert de 3 semaines, c'est plutôt du Ah comté non, puis qui a ça, c'est de plusieurs la mois, c'est vache. ça? Ouais, puis ça, c'est de la vache. C'est pas terrible. Je serais C'est plutôt pas sur terrible. des petits pavés de chèvre et de pavés D'accord. de brebis le matin, au midi. Ouais, ça, c'est bien. Ouais. Mm. Hmm. Vous parliez tout à l'heure de la perméabilité intestinale, c'est quoi Ouais. ça? Alors, la perméabilité intestinale, Parce que vous aviez c'est l'air de dire que c'est important par rapport à notre alimentation, parce que comment je vous parliez des produits laitiers et de l'effet sur la perméabilité intestinale, mais c'est quoi et ça fait quoi? tout simplement, la paroi intestinale devient poreuse C'est-à-dire et ne, l'intestin, c'est ça? oui, c'est ça, la D'accord. paroi de l'intestin, pardon, parce qu'il y a deux choses qui sont importantes dans l'intestin, c'est cette flore intestinale et cette paroi intestinale, Hmm. d'accord? Et la paroi intestinale, elle abrite des villosités Hmm. qui sont extrêmement importantes pour que les souches de bactéries puissent être puissent s'accrocher quelque part. Je vulgarise. Hmm. Et donc enrichir cette flore intestinale. Et tout ça, flore intestinale, paroi intestinale, eh bien, ça va constituer entre autres notre immunité. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la paroi intestinale de l'intestin, enfin paroi intestinale, pardon, a pour rôle de jouer il a un rôle de filtre, elle a un rôle de filtre entre la flore intestinale, l'intestin et à l'extérieur le système veineux. Elle ne doit pas laisser passer certains aliments qui ne seront pas reconnus par notre organisme. Donc, si il y a une hyperperméabilité intestinale, les nutriments passent et ça va affoler, entre autres, le système immunitaire puisque ces nutriments n'ont pas lieu d'être. Donc Mhm. l'idée, c'est d'avoir une bonne paroi intestinale. Et donc ça passe par une bonne hygiène de vie, entre autres, et une bonne assiette, entre autres. Euh, un stress minimum, des bonnes nuits de sommeil, des activités physiques. Là, on va remonter sur l'hygiène de vie. Mais l'idée, c'est d'enrichir notre flore intestinale, notre microbiote, et travailler sur une bonne paroi intestinale. Et elle est nourrie avec de la glutamine, entre autres. La glutamine, ce qu'on va Mhm. retrouver entre autres dans les protéines animales. Euh, donc attention à certains régimes actuels. Et là, si on apporte les bons nutriments, on aura une paroi intestinale qui jouera son rôle de filtre. D'accord. Imaginons, je travaille, je commence à 8 heures le matin, Oui, j'ai 1 heure de trajet le matin, je me lève à 6 heures. Je me lève, je prends mon petit-déj, je prends ma douche, etc.
Arrivé à 10 heures, ça fait quand même 4 heures que j'ai mangé. 10 heures, 10 heures et demie, je commence à avoir faim. Hum. Est-ce que je peux prendre un goûter, un encas? Bonne question, Ben oui. parce que c'est le cas de tout le monde. Donc déjà, le matin, ce qui est bien, c'est d'accorder, si possible, 20 minutes à son petit-déj pour mâcher, pour avoir cette sensation de satiété grâce à la leptine, entre autres. Le cerveau sera informé et vous aurez moins de compulsions alimentaires derrière, puisque vous aurez amené des protéines, entre autres. Et puis, à 10 heures, oui, vous risquez d'avoir un petit creux. Un petit creux, vous ramenez le fruit de saison, donc la poire, Mhm. la pomme, et des oléagineux, par exemple. Là, vous allez avoir un encas riche en micronutriments, vitamines, minéraux, antioxydants. Donc, vous allez nourrir votre microbiote. Et puis, les oléagineux, par exemple, qui vont vous apporter les oméga-3 et les bonnes protéines. Le magnésium, le calcium, bien assimilables. Et puis, si vous avez encore faim, vous pouvez très bien vous faire des tartines avec du bon jambon et du bon beurre. Il n'y a aucun problème. Mhm. Emmenez ça dans une petite boîte où vous faites des tartines beurrées avec du jambon. Pourquoi pas? Allez-y, mais pas de D'accord. sucre, pas de barres sucrées, parce que sinon, là, vous allez sécréter derrière de l'insuline, rentrer dans un grignotage et puis vous mettre en danger quelque part, fatiguer votre pancréas. Sur la question du sucre, tout à l'heure, vous parliez du pain blanc. C'est Oui. quoi la différence parce qu'on parle de sucre rapide ou de sucre lent. Mmh. Les pâtes, Mmh, mmh, souvent mmh, mmh, les mmh. gens qui font du sport, du cardio, etc., mangent des Ouais, pâtes parce qu'on ouais, dit que c'est des sucres lents. oui. Est-ce que c'est vraiment des sucres lents ou c'est des sucres rapides? Le pain blanc, parce qu'en fait, c'est la même farine. Quand on fait du pain, on a de la farine blanche et qu'on fasse du pain ou des pâtes, c'est la même farine. Oui, en effet, on peut travailler sur la même farine. Alors l'idée, c'est de ne pas travailler sur de la farine raffinée, de blé raffiné, c'est-à-dire de la T50 extrêmement Mhm. raffinée. C'est-à-dire que vous enlevez tout ce qu'il y a autour, le son, les écorces autour de la céréale, et il reste plus que le cœur, c'est de l'amidon, donc c'est du sucre. Mhm. Et la farine blanche, c'est de la levure de blé raffinée, où il n'y a plus du tout d'écorce. Or, c'est sur l'écorce de la céréale qu'il y a ces micronutriments qui sont intéressants. D'où l'intérêt de consommer des céréales semi-complètes, voire complètes, bio, sans pesticides si possible. Parce que si vous gardez l'enveloppe, il faut travailler sur du bio. Mhm. Et donc, la baguette blanche, c'est la farine raffinée. Aucun intérêt, c'est du sucre. Et quand vous mangez une baguette, vous pourriez en manger deux. Vous avez tout le temps faim. Ça Oui, va oui, pas oui, oui. ramener de la Ouais. satiété. Alors, si vous mettez de la pâte à tartiner par-dessus, c'est de la bombe à insuline. Au goûter, surtout pas. Et surtout pas au petit-déj. En revanche, si vous êtes sur du pain travaillé avec du sarrasin, du quinoa, comme je disais, de la châtaigne, là, vous allez être sur des farines anciennes avec un index glycémique bas, semi-complète, voire complète. Et donc là, ça va vous ramener la satiété. Les pâtes dont vous parliez, évitez les pâtes blanches faites avec de la farine de blé raffinée. Revenez sur des pâtes semi-complètes, complètes, et si possible, consommez-les froides. Parce qu'en fin de compte, Ah oui, les pourquoi? pâtes chaudes, ça fait augmenter l'index glycémique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les sportifs, on leur donne plus des salades de pâtes et on n'est plus du tout sur les pâtes, le plat de pâtes la veille ou les jours d'avant pour reconstituer le stock de protéines, entre autres. Non, on va travailler sur une salade de pâtes froide où l'index glycémique est plus bas parce que la température aura diminué et l'amidon ne se sera pas transformé en sucre rapide. Là, le sucre lent des pâtes se transforme en sucre rapide. Et là, on n'a pas aucun intérêt, quoi. D'accord, On- Ça, c'est important. La cuisson est importante. d'accord. Et vous parliez de la viande. Le soir, finalement, c'est plutôt préférable de manger de la viande ou pas de manger de viande? Non, on ne mange pas de viande si possible le soir, si possible. Et je sais que les hommes, vous avez besoin de mâcher.
de mastiquer, vous avez envie de votre steak, essayez de le manger le midi, si Mhm. possible, avec des légumes, pas avec des frites, pas avec des pâtes, puisque l'acidité de la viande rouge Mhm. va bloquer l'absorption, entre autres, de l'amidon, entre autres. Donc l'idée, le soir, c'est d'avoir un dîner anti-inflammatoire. Donc on évite les viandes rouges Mhm. et on va basculer plutôt sur des petits boissons gras qui vont nous amener les oméga 3. Et le soir, ce qui est intéressant, c'est ces petits poissons gras vont permettre le renouvellement des membranes cellulaires qui sont la nuit. Donc, on va travailler sur un renouvellement de toutes ces cellules et lutter contre le vieillissement cellulaire. Et d'autre part, ne pensez pas que ce gras va vous faire grossir. C'est Mais pas oui, bah, les gens qui font un régime, souvent, ils ont envie de retirer le gras en se disant, oh là là, je mange plus de gras, moi. Non, au contraire, le gras de ces sardines, ces maquereaux en boîte, entre autres, si on ne peut pas les avoir frais, Mhm. évidemment, vont accélérer cette lipolyse, cette fonte du tissu graisseux. Et c'est pas les oméga 3 qui font grossir. Je vous rappelle, c'est le sucre, puisqu'à chaque pic d'insuline, vous allez stocker du gras. Je résume, hein. En revanche, les oméga 3 du soir vont plutôt vous faire maigrir. C'est l'effet inverse. Mhm. Expérimentez, retirez le dessert du soir, aucun intérêt. Le dessert, c'est franco-français, aussi bien le midi que le soir. Si vous avez une assiette riche de crudités, avec plein de couleurs, où il y a plein de vitamines, de micronutriments que vous mastiquez, et puis derrière, si vous avez un plat, poisson avec des légumes, mais vous n'aurez pas besoin de dessert. Aucun intérêt le dessert du soir. En revanche, 1 ou 2 carrés de chocolat noir, oui, pour le magnésium, le calcium, avec grand plaisir. Mais vous pouvez vous arrêter à ça. Et vous verrez, si vous mangez des poissons gras le soir et avec un légume, vous allez voir, vous allez être beaucoup mieux, vous serez moins en inflammation et peut-être que vous aurez faim le lendemain matin et vous aurez un petit-déj plus riche en bons micronutriments. Mhm. Et la viande le soir vous met en acidité, en inflammation. Donc non, 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 si possible, évitez. Évitez. D'accord. Le soir, faites des légumineuses avec des index glycémiques bas, Les des graminées. crudités, c'est bien le soir ou pas? Ouais, c'est très bien, mais après, c'est du cas par cas, parce qu'en fonction de votre microbiote, il y en a qui vont vous dire: «Ah ouais, je ballonne, Mais oui, oui, il y a je des gens, digère oui. pas». Ah ouais, mais là, alors là, il faut revoir son intestin, son microbiote. Logiquement, on doit digérer les crudités, donc il faut y aller à dose homéopathique au départ et puis, au fil des semaines, réintroduire, certaines crudités. Faut pas tout faire d'un bloc, évidemment, Mhm. il faut y aller progressivement. Et puis là, on rentre dans la saison des cucurbitacées et des Mhm. crucifères. Et la nature est bien faite, je vous ai dit. Tout ça, c'est extrêmement intéressant pour l'immunité. Les crucifères sont riches en sulforaphane, entre autres, et très intéressants en prévention cancéro, et très riches en micronutriments, vitamines, oligo-éléments, etc. Et donc, allez-y, mangez-en, cru ou avec un wok faiblement cuit pour les garder croquants, pour avoir encore les vitamines. Allez-y, ça c'est extrêmement bon et ça amène la satiété. Les cucurbitacées, c'est-à-dire les potirons, potimarrons, Mhm. butternut, c'est plein, plein d'antioxydants. Faites-le en gratin, en soupe, en salade. Et là, vous travaillez votre capital santé et vous nourrissez votre flore intestinale de manière intelligente avec les bons prébiotiques. D'accord. Ça me fait penser Et- au jus de citron. Tiens, personne m'a posé oui, la question sur le jus de citron. oui, oui, je C'est connais des pas personnes qui tous les jours boivent du jus de citron, mais oui, mais oui, se oui, pressent oui. des citrons. Ouais, ouais. Bah, C'est le jus de acide quand citron. même, c'est. Bah non, c'est un antiacide. Euh, en revanche, jus Donc de c'est citron. plutôt bénéfique ou pas alors? Alors, oui, mais pas tout au long de l'année. Il faut respecter les saisons, je vous ai dit. Les agrumes, c'est plutôt l'hiver. Pourquoi c'est plutôt l'hiver? Bah, parce qu'on amène de la vitamine C. C'est un aliment qui n'est pas acide, Hmm. justement, qui n'est pas inflammatoire et va ramener de la vitamine C. Mais c'est pas le jus de citron qui est intéressant, c'est surtout le zeste. Alors, vous achetez vos citrons bio,
Comme ça, vous Mhm. pouvez utiliser l'écorce. Vous jetez la peau. Mais non, c'est dans la peau qu'il y a la vitamine C essentiellement. Il y a plus Donc, de vitamine C dans la peau que dans le jus. bah oui, oui, clairement. Donc, vous râpez le zeste, Mhm. vous le mettez à votre jus de citron ou dans une salade avec vos Mm. aliments, du petit-déj. Et là, vous tirez tous les bénéfices de votre citron. Et le jus de citron, il doit être si possible tiède, pas trop chaud parce que sinon vous allez tuer les vitamines, la vitamine C parce qu'il y en a un peu quand même. Et là, vous allez stimuler la fonction hépatique Mhm. qui est stimulée avec la chaleur. Donc, comme en Asie, on nous sert souvent un verre d'eau tiède avant de passer au repas. Et bien là, à jeun, vous pouvez très bien prendre votre jus de citron l'hiver pour la vitamine C, pour les défenses immunitaires, entre autres. Mais pas tout au long de l'année, aucun intérêt l'été. Printemps, laissez tomber votre jus de citron, passez sur d'autres fruits, puisqu'on n'est Mhm. plus dans les agrumes. Il faut respecter ça. N'oubliez pas les saisons. Donc D'accord. là, ça devient intéressant, là, maintenant, tout l'hiver, pour avoir l'apport de vitamine C. Mais s'il vous plaît, ne jetez pas votre peau de citron et D'accord. utilisez-la. C'est important. C'est important. D'accord. OK. Et dernière question, vous parliez de la dopamine pour l'attention, la concentration. La dopamine, c'est quelque chose que l'on mange ou que l'on fabrique? Que l'on, Est-ce que dans des aliments, il y a de la dopamine? Est-ce que je peux me dire, tiens, je vais manger ça parce qu'il y a beaucoup de dopamine dedans, ça va me doper, je vais me doper à la non, non, dopamine. non, 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 c'est fait à partir d'un acide aminé, d'acide aminé. Donc là, on l'a via l'assiette et ça D'accord, passe par les protéines, ce que je vous ai expliqué précédemment. C'est à partir des acides aminés et des protéines qu'on va synthétiser de la dopamine. Voilà. d'accord. Ouais. OK. Merci beaucoup pour toutes C'est moi. ces informations à nos questions. Et puis, donc, si on veut résumer, pour éviter la fringale du matin, comment est-ce que vous pourriez résumer ça? Alors moi, je dirais bah, déjà hydratez-vous, Oui, un verre d'eau, un jus de citron tiède en ce moment là pour cet hiver pour la vitamine C, un maximum d'apport de protéines et d'oméga 3. Donc bah, un peu de fromage, du jambon, de la charcuterie non grasse, un bon œuf mollet ou à la coque bio, du bon pain, un bon thé vert ou un bon café. du pain Euh, complet plutôt, si ah j'ai bien oui, oui, compris. oui, 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 pas la Ouais, baguette ouais. blanche, surtout pas. Mm, Du bon beurre, il en faut, ça c'est mm. important. Et puis, bannissez tout ce qui est produits sucrés. Et puis, vers 10h, 10h30, emmenez le fruit de saison, les poignées d'oléagineux. Et puis, pourquoi pas, si vous avez encore faim, bah, vos tartines avec du bon pain ancien et du jambon avec du beurre, par exemple. Ouais, c'est ça. Et D'accord, là, très vous bien. amenez tous les bons micronutriments nécessaires à votre organisme. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'est moi. À bientôt. Au, au Bonne revoir. journée. Au revoir.